qu'animera cette conférence Maxime Michaud. Bonjour Maxime. Vous Bonjour. êtes responsable de l'équipe de recherche en sciences sociales à l'Institut Paul Bocuse, qui est un des partenaires, donc c'est la fondation qui est partenaire, hein, on est bien d'accord, c'est deux choses différentes. Vous êtes de l'Institut, c'est ça? À vos côtés, Éric Petrotto. Bonjour Éric. Voilà, qui va nous parler de sa fabuleuse cantine, qui est née à Saint-Étienne, et vous verrez, une belle initiative. Et puis, nous avons Karine Martin-Moret. Bonjour, madame. Vous êtes directrice de l'association Cafétéo Môme, une association lyonnaise qui a aussi une belle initiative à nous présenter. Et vous, madame Nicole Darmon, vous êtes directrice de recherche en nutrition et santé à INRAE. On répète ce que c'est que l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci, mesdames, messieurs. On ouvre le débat, Maxime? Allez-y. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, cette table ronde est partie de l'idée que les restaurateurs de nos jours, comme de nombreuses autres professions liées à l'alimentation, subissent entre guillemets en tout cas, voient de plus en plus des injonctions à aller vers une alimentation plus durable. Terme qu'on a entendu toute la matinée et qu'on va continuer d'entendre cet après-midi. Mais d'un point de vue de restaurateur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une restauration plus durable? C'est déjà une première question parce qu'il y a plein de définitions différentes qui pourraient en être données. Et puis, comment aller dans cette direction? C'est encore une autre question. Donc, c'est les questions qu'on va poser dans cette table ronde. Vous remarquerez que les participants à cette table ronde ont des profils, ils ne recouvrent pas du tout tous les profils de restaurateurs, mais l'idée, ça a été plutôt de prendre des initiatives de restauration qu'on pourrait qualifier en un certain sens d'alternatives, des restaurations qui se veulent un peu différentes de ce qui se fait d'habitude, pour voir justement qu'est-ce qu'elles font, comment elles le font et pourquoi elles le font. Et on aura aussi donc l'éclairage de Madame Darmon, qui est directrice de recherche et qui travaille entre autres sur ces questions de la durabilité, notamment en restauration scolaire, mais pas que. Alors, je vais proposer, on va fonctionner, j'aurai 3 questions que je vais poser aux participants. Ils pourront répondre l'un après l'autre. N'hésitez pas aussi à rebondir éventuellement sur les réponses des autres s'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes ou qui font écho à ce que vous faites. Donc, la première question, ça va être que signifie une restauration plus durable pour vous? Sachant que vous pouvez en profiter aussi pour vous présenter et surtout présenter votre structure un peu plus à l'occasion de cette première réponse. Donc Éric, peut-être en premier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je commence par la présentation. Donc moi je suis Éric Petrotto, je suis l'un des cofondateurs du projet La Fabuleuse Cantine. Qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de vie, un lieu de restauration, un lieu de rencontre, et qui se trouve dans l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne, là où il y a l'emblématique Cité du Design aujourd'hui. Et le pari, c'était d'essayer effectivement de trouver une manière de faire ces rencontres et d'avoir un espace de restauration. Et on a voulu, avec mes 2 acolytes, s'appuyer sur une espèce de constat abominable qui est celui qu'en France, toutes les minutes, il y a 20 tonnes de gaspillage alimentaire. Et en se disant, mais enfin, c'est insupportable pour tout le monde, et donc essayons de réfléchir avec créativité et design, comment on peut venir modestement trancher, trouver des clés par rapport à ce constat. Et donc on a créé ce lieu de vie où on rachète des invendus, des fruits et des légumes, qu'on transforme avec de la créativité en cuisine créative, en cuisine qu'on a appelée de la gastronomie cantine, donc qui se veut être un rendez-vous gustatif intéressant. Et tout ça, bien évidemment, dans un lieu où tous sont les bienvenus. Et l'autre point sur lequel on a voulu travailler, c'est la question du lien social. Souvent, quand vous essayez de faire rentrer plus de personnes dans cette alimentation durable et saine, équilibrée, on a un coût plutôt cher. Et donc, on a appliqué un tarif social à notre démarche. Et donc, vous pouvez, avec un prix qui peut être divisé par 2 pour des étudiants ou des personnes qui se trouvent aux minima sociaux, venir vivre l'expérience de la fabuleuse cantine. Et ainsi, on travaille, on chemine sur plus de liens sociaux et de cohésion et plus de transformation de déchets en cuisine
qu'on trouve, nous, assez intéressante, mais je vous invite à découvrir tout ça. Sur la question, effectivement, de cette alimentation durable, j'ai donné une partie effectivement, de la réponse dans ma présentation. C'est que c'est, d'une part, une nécessité et presque une obligation de tous devoir réfléchir à comment on s'inscrit dans une alimentation durable. Ça me paraît être en phase avec la transformation mondiale et encore plus accélérée avec ce qu'on vit tous. Je ne pensais pas, il y a quelques années de ça, être face à une ribambelle de masques. C'est assez délicat, mais c'est ainsi. Et on doit, bien évidemment, alors, le mettre, hein, mais le subir, vivre ça. Donc, dans cette transformation, trouver effectivement les clés pour qu'on mange mieux, pour qu'on respecte mieux la biodiversité, pour qu'on essaye, justement, avec notre créativité humaine, de trouver des clés pour s'inscrire dans ce qui nous semble avoir plus de sens. Donc réduisons déjà ces 20 tonnes de gaspillage alimentaire par minute. Mais comment ça se passe, la récupération des invendus? On a fédéré en quelques années, on existe depuis 2017. Il a fallu une bonne année d'expérimenter, justement, fédérer les acteurs qui sont sensibles à ce sujet. Ça n'a franchement pas été compliqué de les trouver, qui s'inscrivent justement dans l'alimentation durable, donc bio, agriculture raisonnée, des gens qui travaillent avec bon sens, même s'ils n'ont pas de labellisation au milieu du front. Et donc, ces gens-là, en fait, on récupère leurs invendus. Il y a plein de façons de faire, hein. Ils laissent sur champ parce que ça n'a plus de valeur. C'est trop moche et donc ça ne rentre pas dans le calibre que, effectivement, le marché exige. Ou, pour une raison X ou Y, on peut se retrouver, enfin je sors un exemple, mais une eau pétillante, pas très loin du 42, qui avait étiqueté je ne sais combien de bouteilles pour un événement, il lui restait des stocks, contre 3 posts sur Facebook, on a récupéré des palettes. Donc voilà, avec intelligence, on récupère ou on rachète, souvent on rachète, hein, à bas coût, et du coup entre les maraîchers, les logisticiens, donc tous ceux qui livrent dans les magasins eux-mêmes et des jardins d'insertion, on arrive aujourd'hui à effectivement récupérer assez pour faire vivre le lieu de vie. Et que ça coûte combien pour manger à la fabuleuse cantine? On peut donner une idée de prix? Bon, quand on est étudiant, ça coûte 8 € ou un peu moins. Il y a des bocaux pour 6 €, tout en alimentation durable. Je le rappelle parce que c'est toujours ce prérequis qui vient complètement tordre effectivement ce pourquoi on sera toujours un peu plus cher qu'au restaurant universitaire. Mais ce n'est pas la même chose qu'on met dans l'assiette. Et donc ensuite, il n'y a pas de limite pour les gourmands et les gourmets. Donc vous avez plein de choses à découvrir. Un point aussi, et ensuite, bien évidemment, on fait tourner la parole, mais la base est végétarienne, mais on n'a pas voulu être un restaurant végétarien. Mais on respecte les végétariens, comme les végétaliens. Donc la base est végétarienne, et si vous le souhaitez, chaque jour, donc il y a un menu unique, vous payez pour le supplément protéines. Et on vient rééquilibrer l'assiette devant vous. On ne vient pas la rajouter en plus du premier équilibre. Ce qui fait que vous avez comme ça une approche où vous pouvez vous adresser à plus de monde. Et c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que quand vous êtes dans un bassin de 160 000 personnes, vous n'êtes pas dans une grande capitale qui a des communautés tellement fortes que vous pourriez construire une offre dédiée à telle communauté. Et là, en ayant ces approches comme ça, qui nous semblent être plutôt fédératrices, ça nous permet de faire se mélanger plus de monde. Merci. Et pour avoir testé l'expérience, j'avoue que le goût, toujours le goût, c'est très très bon ce qu'on mange à la fabuleuse cantine. C'est la base. Absolument. Sinon, on n'aura personne. Alors Maxime, on continue. Oui, on continue plutôt avec Karine, du coup, et sa cafette au môme, qui unit aussi plusieurs visages et plusieurs actions différentes que je vais lui laisser présenter. Oui, alors bonjour à tous. Je suis l'une des porteuses du projet de la cafette au môme, qui est située au sein des pentes de la Croix-Rousse historiquement, qui existe depuis 2009. On a créé ce projet avec pour première idée de développer les liens sociaux, culturels et intergénérationnels. Donc en fait, à la cafette au môme, c'est un lieu d'accueil qu'on appelle nous un café familial, avec de la restauration durable, où les enfants et tous les adultes qui les accompagnent peuvent venir manger avec des espaces de jeu et de lecture adaptés à chaque tranche d'âge. Notre constat au départ, c'était que quand on est un enfant,
on n'est pas forcément le bienvenu dans un restaurant traditionnel. Ça, c'était le constat de départ. Et puis, autour de ça, très rapidement, on avait envie aussi de participer à l'éducation au goût. Donc, c'est pour ça que, ce que disait Eric tout à l'heure sur quel menu, nous aussi, on fonctionne avec un menu unique. On a 2 chefs cuisiniers. L'alimentation durable, depuis le début du projet, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. À l'époque, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on appelait ça l'éducation au goût en lien avec le développement durable. On n'avait pas encore collé le mot alimentation et le mot durable. Et puis, en 2012, on a eu l'idée d'un projet un petit peu dans la continuité. C'est l'ouverture de notre cafétine. Donc, la cafétine, c'est une alternative à la cantine scolaire. Qui est la seule qui existe à Lyon aujourd'hui. L'idée, c'est d'une autre manière, on va chercher les enfants dans les écoles du quartier et ils viennent manger chez nous 1 fois par semaine avec un repas qui est différent de celui proposé à la cantine et avec la particularité que chaque jour, un parent accompagne ce repas. Donc il y a à la fois l'idée de les sortir de l'école, de leur proposer un repas différent qui est basé sur du local. Donc là, je rejoins, c'est quoi une restauration durable? Donc on est autour du local, du saison. La durabilité, moi, je la mettrais vraiment en lien avec l'éducation, en fait. C'est-à-dire que dès l'enfance, il me semble important de pouvoir sensibiliser les enfants qui le sont de plus en plus. Nous, on voit les enfants grandir depuis 12 ans que la cafette existe et le nombre d'enfants en demande de manger sans viande est de plus en plus important. Voilà. Alors, vous leur proposez quoi de différent à ces enfants-là, à cette petite cantine, justement? Ne serait-ce qu'un repas fait maison, avec des produits de saison, locaux. Alors, à la cantine scolaire... alors c'est de la restauration collective, c'est différent. Nous, c'est des repas faits maison avec des outils pédagogiques sur la notion d'équilibre alimentaire. Donc on a une pyramide alimentaire inversée qu'on utilise régulièrement pour les sensibiliser à ce qu'il y a dans leur assiette. Et puis le fait de pouvoir manger avec d'autres enfants, d'autres adultes, d'être dans d'autres liens, il y a la notion de plaisir à table en fait. Les enfants prennent le temps par rapport à l'école où souvent ils sont un petit peu pressés. Combien d'enfants vous recevez comme ça, 1 fois par semaine? À l'année, on accueille jusqu'à 112 enfants, puisqu'ils viennent 1 fois par semaine. On a un groupe de 28 enfants par jour qui change chaque année. Bravo. Voilà. Belle initiative. Donc, on a entendu plusieurs exemples de ce qu'on pouvait appeler restauration durable. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on part sur quelque chose, puis finalement, d'autres choses viennent se greffer autour, viennent arriver. On part sur la lutte contre le gaspillage et on intègre des questions sociales, j'ai entendu, avec la question, oui, mais on fait payer ça combien? C'est accessible à qui? Ici, on part sur une question qui est un petit peu alternative, c'est comment on fait pour que le restaurant soit plus sympa pour des enfants. Et puis, on se dit, oui, mais si on fait venir aussi des enfants, c'est important pour eux de leur apprendre à bien manger. Et bien manger, ça veut dire quoi? Et du coup, il y a toutes les autres logiques qui viennent. J'ai entendu la saisonnalité, le local, voilà. Donc, je voulais demander à Nicole Darmon, d'abord la remercier d'avoir accepté de venir, d'avoir pris le train très tôt ce matin. Et puis, donc, lui demander, du coup, si toutes ces dimensions, c'est celles qu'on retrouve généralement quand on parle de restauration durable. Oui, et bien en fait, il n'y a pas de définition de la restauration durable, mais il y a une définition de l'alimentation durable. Donc, il y en a une depuis 2010 qui avait été donnée par la FAO et qui indique, pour ceux, je crois, qui étaient là ce matin, Caroline Méjean a présenté une diapo là-dessus, avec ces 4 dimensions, nutrition, santé, acceptabilité culturelle, environnement et puis économie, avec la dimension économique qui n'est pas forcément toujours facile parce qu'il faut à la fois que ce soit rémunérateur pour le producteur et accessible pour le consommateur. Et donc, c'était une définition qui a été donnée en 2010, qui était extrêmement ambitieuse, holistique, peut-être un peu dingue. Mais finalement, beaucoup de personnes s'en sont emparées rapidement.
et en particulier des chercheurs. Donc nous, à l'INRA, on a commencé il n'y a pas si longtemps en fait, à travailler, enfin en tout cas en nutrition et santé publique. Ça date d'il y a 10 ans aussi, en même temps que cette définition-là. Et tout ce que vous avez dit, en fait, les uns et les autres, sur les lieux la cantine est un lieu de rencontre, un lieu de vie, c'est un lieu pour l'éducation. Finalement, on sait que depuis très longtemps, la cantine scolaire est le lieu de tous les enjeux. Et maintenant qu'il y a l'alimentation durable, on rajoute encore des enjeux. Et c'est un lieu idéal, finalement, pour essayer de concilier tout ça, parce que ce n'est pas forcément conciliable. On sait que manger plus de fruits et de légumes, ça coûte plus cher. Donc on a un enjeu entre nutrition et économie. Mais il y a aussi des enjeux entre nutrition et environnement, hein, parce que finalement, on entend que, et c'est vrai, que le végétal est moins impactant sur l'environnement, mais le végétal, ça peut être aussi le choix qu'on fait par défaut, qu'on fait par contrainte. Quand on n'a pas d'argent et qu'on mange des pâtes, des chips et des biscuits, c'est végétal, mais c'est pas bon pour la santé. Et il se trouve que ce n'est pas très impactant en termes notamment d'impact environnemental. Donc je veux dire par là que sur ces différentes dimensions, ça ne va pas forcément de soi, mais il y a des solutions pour y arriver. Et c'est là-dessus en fait, que travaillent les professionnels de façon très concrète, en travaillant sur tous ces enjeux qui sont le vivre ensemble, le respect. La cantine, là je parle de cantine scolaire, hein, la plus basique. On n'est pas dans des innovations sociales, mais la cantine en elle-même est quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne sais pas si les Français se rendent compte de l'exception fabuleuse qu'on a avec notre cantine, où les enfants peuvent venir s'asseoir, partager un repas avec un plat chaud, un repas équilibré, puisqu'il est nutritionnellement équilibré par décret. On a des règles qui sont assez intelligentes, qui laissent de la souplesse quand même, mais qui permettent de garantir une qualité nutritionnelle. Ça, on l'a bien démontré aussi par la recherche. Et puis c'est le lieu de l'éducation. Alors l'éducation, l'équilibre nutritionnel, mais pas uniquement. L'éducation aussi à la sensibilisation aux enjeux environnementaux, sensibilisation au gaspillage, l'éducation à être ensemble. Et puis ça pourrait être encore plus un enjeu, répondre aux enjeux de justice sociale. Ça l'est dans certains endroits, notamment quand il y a une tarification sociale, vous en avez parlé. A priori, ça va être amené à se développer, puisque le gouvernement a proposé des mesures visant à faciliter l'accès à la cantine moins chère. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que des barrières économiques à l'accès à la cantine. On voit que finalement les enfants ça peut sembler paradoxal, mais les enfants de familles défavorisées sont ceux qui vont moins souvent à la cantine que les autres. Il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu peut-être plus psychologique et d'ordre social et sociologique, qui est que quand la maman est à la maison, finalement, elle peut considérer que c'est un petit peu une mise en échec pour elle de mettre son enfant à la cantine. Voilà, c'est un sujet absolument passionnant. Il y a plein de choses à dire et je trouve qu'on ne travaille pas assez dessus en France. On a finalement assez peu de collègues en recherche qui se sont intéressés à ce sujet. Maintenant, je crois qu'il y aura plus en plus de recherches parce qu'on voit que c'est vraiment le lieu de l'étude de cette question de l'alimentation durable et même des systèmes alimentaires durables, puisque la cantine aussi, permet de structurer l'offre locale, l'offre agroalimentaire locale, par exemple. Donc on va au-delà de l'assiette. C'est vraiment un enjeu sur le système alimentaire en général. Et donc j'espère qu'il y aura une longue vie aux recherches sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de cantines qui font le choix de producteurs locaux, qui travaillent en circuit court et en bio également.
Et un élément que je trouve intéressant dans ce qu'a dit Nicole, elle a rappelé la question du culturellement acceptable qui est censé faire partie aussi de la durabilité. Et dans le cadre de la restauration, alors ça peut être assez important, notamment dans le cadre de la restauration collective avec certaines populations. J'ai eu l'occasion de travailler sur des repas en EHPAD, par exemple. Et alors, si vous essayez en EHPAD de remplacer les protéines animales par des protéines végétales avec plein de bonnes intentions, vous allez introduire certains haricots, vous allez introduire des pois chiches, vous allez introduire du quinoa, des choses comme ça. Et vous allez vous retrouver avec un refus assez marqué et vraiment une déception de la part des personnes avec toute votre bonne volonté, parce que la familiarité est quelque chose de très important arrivé à un certain âge, d'autant plus quand il y a des troubles cognitifs associés. Donc la durabilité, elle doit aussi prendre en compte la familiarité et donc les cultures alimentaires et les habitudes. On ne peut pas faire tout et tout n'importe quoi. Je trouve que c'était intéressant de le souligner. J'avais une autre question qui était sur les attentes que vous identifiez. Alors j'avais écrit les consommateurs avec d'énormes guillemets, parce que chez vous, le terme consommateur est peut-être pas le plus adapté, mais quelles attentes vous identifiez en tout cas, et dans quel sens, est-ce qu'elles vont que vers la durabilité, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris peut-être au fur et à mesure des années? Les attentes de nos consommateurs. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, on va dire de nos adhérents chez nous. Mais on est bien d'accord qu'au final, nos adhérents vont consommer ce qu'on va leur cuisiner. Donc, ils sont en quelque sorte des consommateurs. La particularité, c'est que les premiers enfants qu'on a accueillis étaient des bébés, qu'aujourd'hui, c'est des jeunes adolescents. Et ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est la notion de végétarien dont on parlait tout à l'heure, qui est apparue ces dernières années, à la fois chez les enfants et chez leurs parents. Sinon, moi, je trouve qu'à la Cafette aux Mômes, ce qui est attendu par nos adhérents en lien avec le repas, c'est la notion de plaisir, c'est-à-dire partager un bon moment autour du repas. Et à nous, ensuite, par exemple, on parlait du gaspillage tout à l'heure, le gaspillage qui est vraiment clé. Eric, c'est l'origine de ton projet. Eh bien, chez nous, ça se transforme en défi anti-gaspillage où les enfants se prennent vraiment complètement au jeu et où le jour où il ne reste absolument rien dans le saladier qui vient récupérer et qui vient être pesé, c'est une fête dont on parle pendant une semaine aux autres enfants. Donc la notion de plaisir est quand même très très forte et c'est à nous ensuite, professionnels, auprès des enfants, eh bien de venir sensibiliser sur les différents enjeux. Je t'ai donné la parole comme ça. Non, mais ça me laissait plus de temps pour réfléchir. J'avoue que... Je te remercie, vraiment. mais c'était très bien. Non, mais je te rejoins. En fait, ce qu'on attend de nous, c'est, je crois, qu'ils prennent du plaisir, mais surtout qu'ils nous fassent des retours pour qu'on puisse améliorer cette expérience. Parce que moi, je ne viens pas de la restauration, donc je ne suis pas un restaurateur. On le devient, on apprend le métier, parce qu'inexorablement... de fait, c'est un lieu de restauration aussi. Et donc, du coup, c'est perfectible 1000 fois. Et donc, 1, qu'ils prennent du plaisir, et 2, qu'ils nous fassent des retours pour qu'on puisse améliorer, et 3, qu'ils deviennent des ambassadeurs. Et ce que j'aimais, ce que disait tout à l'heure Karine, c'est le côté, genre, quand on a un enfant, c'est toujours pas qu'il fasse de bruit. Dans le restaurant, c'est toujours compliqué, et on va gêner les autres. Et le côté cantine... Bon, ça s'appelle la fabuleuse cantine, donc c'est comme une cantine scolaire, c'est-à-dire que le côté self, le côté vous levez, c'est vous qui allez chercher votre eau, limite vous allez couper votre pain, d'un coup vous voyez des mômes courir partout, on a mis une borne de jeux vidéo indépendante pour leur permettre de découvrir des jeux intelligents, et donc en gros c'est vivre une expérience qu'on essaye effectivement d'améliorer au fil de leur retour, donc qu'ils soient aussi acteurs. J'ai des personnes, il y a une personne qui m'a surprise un jour qui m'a dit tu vois ça? Et c'était sa carte bleue. Il dit c'est un outil assez puissant. Je choisis où est-ce que je vais le faire biper sur quel TPE. Et là, en venant ici, pour moi, c'est un acte militant. Et c'est ma cantine. Et en fait, ça m'a toujours marqué parce que je me dis en fait, c'est ça. Si on veut trouver des clés dans l'économie réelle, c'est-à-dire le plus possible, essayer de faire ça dans une économie où vous n'avez pas besoin d'aide quelconque, de subvention, de fonctionnement pour qu'on puisse amplifier, c'est justement ce pouvoir ultime de cette carte. Et donc, ça veut dire satisfaire la personne que vous avez en face. Donc voilà, le retour que j'attendrai, c'est qu'il me donne les clés pour qu'il continue à avoir envie
de venir donner plus de sens à sa carte bleue chez nous? Maxime, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Eric sur la notion d'acteur et de faire ensemble. Effectivement, chez nous, à la Cafette, avoir plaisir à venir, vivre ensemble, entre générations, avec différentes cultures, c'est une chose. Et être dans le faire ensemble, c'est-à-dire participer activement à l'évolution de l'association, à l'évolution des repas, à l'évolution de... c'est moi qui agis pour... La notion de self, par exemple, est très présente chez nous. La notion de... faisons évoluer le compost et la manière dont on va se débarrasser des déchets. Tout ça, c'est très important aussi, je trouve, dans l'aspect de la durabilité. Merci. Nicole, sur les attentes contemporaines Alors, peut-être que pour moi, c'est un peu plus difficile parce que je ne suis pas en contact avec ce public, ni le jeune, ni le moins jeune. Et j'étudie plutôt des données qui viennent de ces lieux-là. Par contre, j'ai envie de rebondir sur le végétarianisme quand même, parce que voilà, c'est un peu un fil rouge depuis ce matin. Vous en avez parlé tous les deux. Je trouve super votre proposition, enfin votre action de faire payer un petit supplément pour ceux qui veulent avoir une protéine d'origine animale. Je trouve que c'est une bonne façon de mettre le pied dans la porte, en fait, pour commencer à peut-être faire tester un repas ou un plateau végétarien à ceux qui ne l'auraient pas fait. Donc vraiment, c'est une super idée. Et j'ai envie de vous... Alors, je veux rebondir aussi sur ce qu'a dit ma collègue Caroline ce matin, parce que vous avez parlé du bio aussi. Et quand même, il ne faut pas oublier que si les consommateurs de bio, enfin les grands consommateurs de bio, ont un impact un petit peu plus faible en termes d'impact carbone en particulier, ce n'est pas parce qu'ils mangent bio, c'est parce qu'ils mangent la plupart du temps végétarien. Beaucoup d'entre eux sont végétariens ou flexitariens. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'en fait, un levier pour avoir une alimentation plus durable, c'est vraiment d'aller vers la végétalisation et appliquer à la restauration scolaire. Je voulais vous parler des résultats de ma dernière thésarde, qui est ma vraie dernière. Il n'y en aura pas d'autres derrière. Et je crois que je peux... Allez, voilà. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a étudié, elle a fait des grosses bases de données de plats qui sont servis à l'école, qui sont effectivement servis aussi bien en entrée qu'en plat protidique, accompagnement, produits laitiers et desserts. Donc elle se retrouve avec des milliers de plats et à partir de ces plats, elle fait des combinaisons pour constituer des repas et différents types de repas. Donc, comme vous le voyez là, il y a des repas dont le plat principal ne contient absolument aucune protéine végétale. C'est ce que vous avez en haut à gauche. Vous avez des repas qui sont végétariens, mais dont le plat principal contient des œufs ou des produits laitiers. C'est celui qui est en haut à droite. Et puis en bas, vous avez des repas avec du poisson, repas avec de la volaille et repas avec de la viande de ruminant. Donc vous voyez, c'est des gros chiffres. Elle a fait tourner ses modèles. À chaque fois, elle a 3000, 4000 repas. Et elle a fait la moyenne de ces milliers de repas pour chaque type de repas. Et pour savoir quel était l'impact carbone moyen d'un repas servi à la cantine quand il est végétarien, avec ou sans œufs et produits laitiers, ou bien quand c'est un repas poisson, un repas volaille, ou un repas viande rouge, viande de ruminant, c'est-à-dire bœuf et agneau. Vous voyez que la différence est considérable, c'est les chiffres qui sont dans les ronds, puisque ça varie de 0,71 kg d'équivalent carbone pour le repas végétarien. Enfin, il est végétarien, il contient quand même des produits laitiers, puisque à la cantine aujourd'hui, c'est obligé de servir un produit laitier à chaque repas. Donc, il contient un produit laitier comme composante du repas. Donc, 0,70, c'est à peu près pareil, en fait, entre repas où il n'y a pas d'œufs ni de produits laitiers dans le plat principal et celui où il y en a. Après, ça monte dès qu'il y a des produits animaux.
j'arrive pas bien à lire, mais je l'ai en dessous. Oui, 1,50, 1,30, donc voilà, c'est intermédiaire. Et puis vraiment, la présence de viande de ruminants, c'est ça qui va avoir un gros impact quand même. Donc réduire la consommation de viande de ruminants, ça a été aussi déjà dit, aussi pour la santé, hein, ne pas manger de la viande rouge trop souvent. Il ne s'agit pas non plus d'exclure la viande rouge, hein, pas du tout, mais ça peut vraiment faire la différence. Et l'autre chiffre que vous avez, est-ce que vous l'avez ? Oui, voilà. C'est les pourcentages qui sont en dessous. Alors, MAR, ça veut dire quoi ? C'est un indicateur de qualité nutritionnelle. Donc, ça vous donne le pourcentage moyen d'adéquation de ces repas par rapport aux recommandations en nutriments, alors protéines, fibres, vitamines, minéraux. Et vous voyez que finalement, tout est dans un mouchoir de poche. L'adéquation nutritionnelle est très bonne. Qu'il y ait ou pas un produit animal dans le plat principal. Pourquoi ? Parce que rien que la règle d'avoir 5 composantes, une entrée, un plat protidique, un accompagnement, un produit laitier, un dessert, c'est déjà en soi une très bonne garantie d'avoir une bonne qualité nutritionnelle. Moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, madame. Il nous reste une dizaine de minutes. Et c'est le moment qu'on vous a réservé pour échanger avec nos intervenants. Donc, c'est le moment des questions. On a un jeune homme qui va pouvoir vous passer un micro. Est-ce qu'il y a une question tout de suite ici, monsieur, s'il vous plaît, tout de suite ici à gauche. En attendant le micro, je peux juste faire une remarque sur justement ces questions des attentes consommateurs, notamment en restauration, parce qu'elles peuvent être parfois un peu surprenantes. J'ai un doctorant aussi, un autre TESA, en ce moment, que j'ai la chance de co-encadrer, Arnaud Lamy. Et une des choses intéressantes qu'il a retrouvées, c'est qu'il a des gens qui mangent quasiment plus de viande, voire plus du tout, et qui disent justement c'est quand ils vont en restauration qu'ils vont se permettre de manger de la viande, parce qu'ils vont y trouver de la viande de bonne qualité, de la viande travaillée, ce genre de choses. Donc peut-être que les enjeux de la restauration, en tout cas commerciale, pas la restauration collective, mais les enjeux dans la restauration commerciale, c'est pas forcément de supprimer la viande, au contraire, c'est peut-être l'endroit où on peut la valoriser un peu mieux pour qu'elle soit diminuée ailleurs. Donc ça fait partie des pistes de réflexion aussi, je pense à avoir. Merci. Monsieur. Oui, bonjour. Moi, je suis de la restauration collective. Je suis le président de la région Restoco. Et je veux faire un peu le défenseur des cantines. Parce que c'est vrai qu'elles sont très décriées depuis de nombreuses années. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un réel changement dans les cantines. Ne par la loi qui nous oblige à acheter du bio, du qualité, etc. Mais en plus, par engagement personnel des chefs de cuisine qui veulent se développer sur une alimentation quand même plus durable. Et c'est vrai que j'ai été un peu meurtri d'entendre que les jeunes n'aiment pas manger à la cantine, etc. Ce qui est une réalité, hein, je suis tout à fait conscient, mais voilà, je sais que beaucoup de cantines aujourd'hui essayent de s'améliorer, même si ça prend du temps. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit quand même. Non, mais je sais. Mais... et je vais peut-être réagir aussi pour dire que déjà, les enfants ne viennent pas chez nous à la place de la cantine. Ils viennent une fois chez nous et les 4 autres jours à la cantine scolaire. Et aussi pour dire que depuis 2018, notre équipe intervient au sein d'une école où c'est de la restauration collective. C'est-à-dire que j'ai une équipe d'animation qui travaille à la fois sur des temps de cafétine où les repas sont faits par mes chefs cuisiniers et qui sont des repas que je décrivais tout à l'heure, et à la fois avec des enfants sur des temps de restauration scolaire, avec de la restauration collective, où nos enjeux en tant qu'animateurs et de l'éducation populaire autour de la restauration, on essaye quand même d'apporter une sensibilisation sur des volets. Enfin, on n'a pas d'action directe sur la cuisine, puisque c'est pas nous qui la faisons. Par contre, sur le gaspillage, sur goûter à tout, sur l'importance d'élargir sa sensibilité et l'éducation au goût. Donc, je ne suis absolument pas contre les cantines. J'ai vraiment jamais dit ça. C'est pas ce que je disais non plus. Mais, d'autant qu'il y a de plus en plus, en effet, vous le disiez, de progrès en termes de circuits courts et de bio. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci pour échanger
les process, c'est vrai que c'est important aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici devant, monsieur, s'il vous plaît. Juste au premier rang et aussi derrière. Oui. Allez-y. Bonjour, excusez-moi, je vais profiter d'avoir le micro. J'enlève le masque pour dire bonjour à Nicole. Et d'ailleurs, ma question vous est destinée, Nicole, c'est par rapport aux résultats que vous nous avez présentés sur la qualité nutritionnelle, en fait la couverture de la qualité nutritionnelle. Vous nous présentez des chiffres à peu près équivalents, mais est-ce que vous pourriez détailler un petit peu derrière pour dire que finalement, ce n'est pas tout équivalent pareil, qu'il y a des petites différences de couverture de besoins nutritionnels entre les différents repas que vous avez présentés, végétariens jusqu'à consommation de viande rouge, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils couvrent de la même façon les besoins nutritionnels des personnes. Oui, alors on peut faire un petit peu de nutrition. C'est vrai que les clés de la nutrition, c'est équilibre, modération et diversité. Et pourquoi la diversité est importante? Elle est importante parce que les nutriments ne sont pas homogènement répartis dans les aliments. Il y a, vous le savez, hein, les agrumes, c'est riche en vitamine C, la viande rouge, c'est riche en fer et de fer de bonne qualité, les produits laitiers, c'est riche en calcium. C'est pour ça que la diversité est importante. Mais là, je parlais vraiment de la qualité nutritionnelle du repas. Et c'est pour ça que j'ai insisté en disant que le fait déjà d'avoir 5 composantes, et en plus la plupart de ces repas qui ont été testés respectent les règles du GEMRCN, pour ceux qui connaissent. Enfin, maintenant, ce n'est plus des recommandations, c'est une obligation depuis un certain nombre d'années, hein, pratiquement 10 ans. Donc c'est des règles de fréquence de service de certains plats en fonction de leur qualité nutritionnelle. Et toute la restauration scolaire doit respecter ces règles. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a une bonne qualité nutritionnelle. Par contre, quand on compare les plats végétariens, le cœur du repas, avec des plats qui contiennent du poisson ou des plats qui contiennent de la viande, mais ils ont chacun leur spécificité. Le plat végétarien va apporter plus de fibres, plus d'acide folique. Le plat à base de poisson est presque le seul à apporter des quantités intéressantes et importantes de vitamine D et d'acides gras oméga 3 à longue chaîne. Et le plat à base de viande, sa force, ça va être effectivement le fer et le zinc. Donc oui, s'il y a quelque chose qu'on peut garder en mémoire, c'est équilibre, modération et diversité. Ça ne changera pas en nutrition. Et l'alimentation durable, les principes de l'alimentation durable ne font que conforter ces règles de base de la nutrition. Merci, madame. Une dernière question devant. Moi, j'avais plutôt une remarque, justement, en tant que maman, quand on va au restaurant. Parlez bien près du micro. Quand on va au restaurant en tant que maman, grosse problématique quand on a des enfants, parce que les menus enfants, c'est toujours pâtes. Et même nous, on va que dans des restos où c'est du fait maison. On se retrouve à acheter tout le temps un plat adulte qu'on divise pour mes enfants, parce qu'on ne trouve pas des propositions pour les enfants adaptées. Et moi, par exemple, j'ai la chance, mais mes enfants, ils mangent de tout et j'ai pas envie de leur donner des pâtes parce que je vais au restaurant ou des frites. Je peux répondre là-dessus. Venez à la Cafette au Môme. Nous avons donc la particularité de lutter contre cette formule enfant qui souvent est faite à base de riz ou de pâtes. Et justement, chez nous, le menu est unique. Et c'est les quantités qui changent. Quand je dis unique, c'est la même chose que les enfants qui est proposé aux enfants et aux adultes. C'est juste les quantités. Et d'ailleurs, les quantités sont adaptées à ce que nous dit le parent quand l'enfant n'est pas assez grand. De quelle quantité vous pensez que votre enfant peut manger. Et si l'enfant est assez grand, c'est lui qui nous dit un petit peu plus, un petit peu moins. Alors, c'est une démarche qui est faite par beaucoup de restaurateurs, notamment des restaurants gastronomiques. Je vois que Christian Tête-Doigt nous a rejoint. Merci d'être là. Vous avez participé à la prochaine conférence. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'expérience, en effet. Moi, j'ai un petit-fils qui est gastronome, qui a 7 ans, et qui mange de tout. Et en effet, les chefs, maintenant, adaptent beaucoup les quantités. Ça, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on est un petit peu en train de se détacher du steak frites ou du poisson pané pâte, mais c'est une remarque intéressante. D'ailleurs, si je peux juste compléter avec mes enfants, j'ai de plus en plus dans les restaurants, je demande, j'ai le culot en fait de dire, mon fils aimerait bien prendre ce plat-là, est-ce que vous pouvez me faire une portion enfant ? Et étonnamment, la plupart du temps, ils disent oui et ils adaptent le prix. Donc je pense que des fois, il faut oser demander et ça peut se faire.
les comportements changent, heureusement. Merci. Si je puis juste rajouter je vous en prie. Je trouve votre remarque très intéressante, mais dans ce que vous disiez tout à l'heure, Nicole, sur trouver des idées pour essayer de faire avancer les grands enjeux, que ce ne soit pas la punition à chaque fois quand on demande un plat végétarien dans une des cartes. Il y a une problématique par rapport à effectivement une proposition pour les enfants, qui soit adaptée, qui aille dans le bon sens, et aussi un élargissement d'une offre plus équilibrée et diverse sur les propositions végétariennes. Et ça, alors, il y a des efforts qui sont faits, mais voilà, tout ça doit s'amplifier. Et c'est urgent. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci, Maxime. Merci. Et merci à vous tous. Voilà, j'ai juste une précision à faire, c'est que vous l'avez remarqué, chaque fois nos micros sont désinfectés. Voilà, on a des jeunes gens qui sont là pour ça. Voilà, je vous laisse en compagnie notamment de Christian Tête-Doigt pour la prochaine conférence. Bonne continuation.